La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Yannick Favennec-Becot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, les bonnes nouvelles pour l'industrie française ne sont pas légion. Aussi, celle du rachat par Alstom de la branche ferroviaire du groupe canadien Bombardier ne peut que nous réjouir. Avec ce rachat, nous aurons un géant des transports capable de défier la concurrence internationale, d'avoir une véritable capacité d'innovation et d'investissement pour, entre autres, aller vers des transports collectifs propres et répondre aux défis climatiques. Ce nouvel ensemble sera également une formidable opportunité d'avoir une industrie ferroviaire, nous l'espérons, davantage porteuse d'emplois pour nos territoires. Je rappelle que Alstom emploie à ce jour 9 500 salariés en France, notamment à Belfort, La Rochelle, Villeurbanne, Valenciennes, Tarbes et le Creusot. Cette bonne nouvelle pour l'industrie française doit cependant être validée par la Commission européenne. Or, nous avons tous en mémoire le rejet par cette dernière, il y a un an, du projet de fusion entre Alstom et Siemens. Ce veto à la création d'un géant européen ferroviaire était non seulement une faute économique, mais aussi une faute politique. Aussi, Monsieur le ministre, le groupe Liberté et Territoires souhaite que vous nous rassuriez sur l'issue positive de ce rachat, tant au regard de l'accord de la Commission européenne que de la pérennité et de la croissance des emplois dans nos territoires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Favennec. Vous avez raison. Alstom, c'est d'abord un groupe solide qui a un important carnet de commandes dans le ferroviaire, qui a emporté récemment des succès commerciaux en France et à l'international et qui, à ce titre, peut poursuivre sa trajectoire stratégique sans inquiétude. Néanmoins, ils ont conclu tout récemment, ils viennent d'annoncer cet accord d'achat de la société Bombardier qui va lui permettre de renforcer ses capacités de R&D, ses capacités industrielles et son actionnariat, puisque CDPQ, qui est un grand actionnaire institutionnel québécois, va rejoindre l'actionnariat d'Alstom. Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons fortement. Vous l'avez indiqué, c'est le début d'un processus qui s'engage. Ce processus suppose de s'assurer que l'empreinte industrielle en France aille dans la bonne direction, et c'est ce que M. Poupart-Lafarge a confirmé, puisqu'il y a une complémentarité entre les sites de Bombardier et les sites d'Alstom. C'est également d'un point de vue organisationnel, et comme ce n'est pas une fusion entre égaux comme pour le cas Alstom-Siemens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le troisième élément, c'est de porter ce dossier au niveau de la direction de la DG Concurrence auprès de Madame Verstager, et je peux vous assurer que Bruno Le Maire était tout à l'heure avec Madame Verstager pour évoquer ce dossier et pour faire en sorte, comme on l'a mis en œuvre dans le cadre du schéma de politique industrielle européenne, les éléments qui conduiront à apprécier en concurrence ce dossier prennent en compte ces aspects de confort face à un groupe chinois qui est CRRC, dont on sait maintenant qu'il peut rentrer sur le marché européen. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Caroline Fiat. Ah pardon, Monsieur Favennec-Becot, excusez-moi. Excusez-moi, Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Ce qui nous importe, c'est la qualité du projet industriel, ses répercussions sur l'emploi dans les territoires et sur la mobilité durable, notamment en pérennisant nos petites lignes ferroviaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Madame Fiat, vous avez la parole. Pardon. Monsieur le Premier ministre, nous avons passé le week-end à n'entendre parler, bien malgré nous, que de l'élection municipale à Paris, occultant toute l'actualité, notamment le 14 février où le personnel hospitalier s'est mobilisé pour clamer son amour à l'hôpital public. Pire encore,
a été passé sous silence le meurtre d'une jeune collègue de 32 ans, poignardée à mort par un patient. Dès qu'un fonctionnaire d'État décède dans l'exercice de ses fonctions, il est d'usage de lui rendre hommage par une minute de silence dans cet hémicycle. Grande surprise ce matin, pour ne pas dire stupéfaction, à la conférence des présidents. Vous avez refusé, Monsieur le Président, notre demande de rendre hommage avec une minute de silence à cette infirmière tuée dans l'exercice de ses fonctions. Je n'aurai donc pas de questions au gouvernement et propose avec mon groupe, pour le temps restant de mon intervention, d'observer une minute de silence en hommage à cette soignante. Madame Fiat, nous sommes tous sensibles à l'émotion provoquée par le drame que vous venez d'évoquer, mais ainsi que je l'ai indiqué au président de votre groupe, l'usage limite la pratique des minutes de silence à des cas exceptionnels et solennels, et il ne peut y avoir dans cet hémicycle des minutes de silence à l'initiative d'un député ou d'un groupe. Permettez-moi aussi de vous dire que sur tous les bancs siègent des professionnels de santé, que chacun ici partage la peine de la famille endeuillée. Je vous demande donc de poursuivre votre question. Je serai conduit à vous retirer la parole. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, le Président de la République dévoile aujourd'hui le premier volet de sa stratégie contre le séparatisme islamiste. Il était temps, il y a urgence absolue. Alors que 150 quartiers sont aujourd'hui tenus par les islamistes, alors que l'islam politique est la première menace pour l'ordre républicain. Il y a aussi évidemment les djihadistes revenant des zones de combat. Mais la première préoccupation, ce sont ces centaines d'islamistes qui sortiront de prison dans les années à venir. À l'heure où je parle, 530 islamistes sont incarcérés en France, auxquels il faut ajouter 900 radicalisés. Je rappelle qu'à Londres, le 29 novembre, puis le 2 février, les terroristes venaient d'être libérés après des réductions de peine. Madame la ministre, ces hommes sont des bombes à retardement. Ils ont déclaré une guerre totale à notre pays. Ils pratiquent la taquilla. Si demain un seul passe à l'acte en sortant de prison, nous serons, vous serez responsables. Le procureur national antiterroriste, comme la DGSI, exprime une profonde inquiétude. Dans un état de droit, ils seront un jour libérés et c'est tout à fait normal. Alors que faire ? Le bracelet électronique ne suffit pas. Mettre un policier derrière chacun, c'est absolument impossible. Le risque zéro n'existera jamais, nous sommes d'accord. Mais il faut durcir la loi. Je propose 1. L'expulsion immédiate des islamistes étrangers condamnés. 2. La déchéance de nationalité pour les binationaux. 3. La suppression des libérations anticipées, comme le prévoit en urgence Boris Johnson. Au cas par cas, l'extension de la rétention de sûreté et la rétention administrative, comme le pratiquent avec succès les Israéliens. La Constitution, me direz-vous, s'il le faut, révisons-la. Quand la vie de nos compatriotes est en jeu, un seul principe, la précaution. Madame la ministre, allez-vous mettre en œuvre ces mesures ? La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, comme vous le savez, le gouvernement et le Président de la République sont pleinement mobilisés dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme islamiste. Dans le cadre de la sortie de prison des détenus que vous évoquez particulièrement, condamnés pour des faits de terrorisme, nous disposons déjà d'un dispositif étoffé pour assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens. Au cours de l'année 2020, ce sont 43 détenus qui sont définitivement condamnés pour des faits liés au terrorisme islamiste, qui auront exécuté leur peine et qui seront donc libérés. Dès leur sortie, ils feront l'objet d'un suivi par un juge spécialisé et ils devront se soumettre à des obligations strictes dans le cadre d'une surveillance judiciaire. Nous avons d'ailleurs ouvert 4 centres de suivi de jour à Paris, à Lyon, à Marseille et à Lille pour assurer au mieux leur prise en charge par des personnes spécialisées. La loi SILT prévoit par ailleurs, à côté de ce suivi judiciaire, la loi SILT prévoit un suivi administratif avec une surveillance particulière de ces individus par les services de renseignement. Des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS, peuvent être prononcées à leur endroit. Je pense notamment à des obligations de pointage ou bien à des interdictions de quitter sa commune. À défaut de respecter strictement ce double suivi judiciaire et administratif, les personnes concernées risquent un retour en prison.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la rétention de sûreté que vous avez évoquées dans votre propos, qui prévoient de ne pas libérer certains condamnés en raison de leur dangerosité, sont d'ores et déjà applicables aux faits les plus graves en matière terroriste, et notamment les assassinats. Je comprends parfaitement l'exigence qui est la vôtre et que nous partageons, Merci, mais Madame il faut la être ministre. conscient qu'un nouvel instrument juridique ne pourrait pas s'appliquer aux Merci, détenus qui Madame la sortiront de ministre. prison Monsieur le maintenant. député, J'écoute, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, j'écoutais avec attention, mais le doute ne peut pas profiter aux terroristes. 270 Français ont été tués à cause de l'islamisme. Notre seule préoccupation, ça doit être les Français. Je vous remercie. merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 4 jours, votre ministre de la Santé déclarait qu'elle ne serait pas candidate à Paris en raison, je la cite, d'un agenda très chargé et des nombreuses réformes dans son ministère. 48 heures plus tard, la voici qui démissionne pour mener la campagne du parti présidentiel dans la capitale. Comment peut-on revenir à ce point sur sa parole en à peine 48 heures? En quoi les dossiers du ministère de la Santé seraient-ils devenus soudainement si secondaires? Cette candidature improvisée, imposée par le président de la République, en dit long sur le sens des priorités et des responsabilités du gouvernement. Comment peut-on abandonner son poste alors que l'hôpital public connaît une crise sans précédent, alors que la grève des hospitaliers dure depuis plus d'1 an, alors que plus de 1200 chefs de service vous ont appelé à l'aide et que les démissions se multiplient, alors que la situation des EHPAD est si préoccupante? Comment peut-on abandonner son poste alors que sur le chantier absolument crucial de la dépendance, il y a urgence à ce que le gouvernement présente enfin son plan? Comment peut-on abandonner son poste en pleine crise du coronavirus alors que le ministère de la Santé a un rôle central dans la lutte contre l'épidémie? Enfin, comment la ministre chargée de la réforme des retraites peut-elle déserter au moment même où le débat s'ouvre dans l'hémicycle? Monsieur le Premier ministre, le départ de votre ministre nous interpelle dans une telle situation de désordre politique et social. Comment le serviteur de l'État que vous êtes peut-il choisir de faire passer les intérêts de son parti avant ceux du pays? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le député Herbillon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Herbillon, merci de cette question qui me permet publiquement de dire que Agnès Buzyn était une remarquable ministre des Solidarités et de la Santé et qu'elle sera une exceptionnelle maire de Paris. C'est en tout cas le combat électoral dans lequel elle s'est engagée. S'il vous plaît, un peu de calme. Laissez le Premier ministre répondre librement à une question librement posée. Monsieur le Premier ministre, vous seul avez la parole. Mais, monsieur le député Jacob, pourquoi vous mettez-vous dans cet état? Vous avez choisi vous-même d'évoquer la candidature de Madame Buzyn à Paris. Je réponds à la question qui a été posée par monsieur Herbillon. Ne vous mettez pas dans cet état-là, monsieur Jacob. Si Agnès Buzyn était là, elle vous dirait que c'est très mauvais pour la santé. Non, vraiment, je vous assure. La question a été posée par monsieur Herbillon, j'essaie d'y répondre pleinement. Je dis, monsieur le député Jacob, et j'essaie de répondre Je vous à monsieur rappelle Herbillon. que les questions sont libres et les réponses sont libres. Laissez donc le Puisque Premier vous ministre m'interrogez, s'exprimer. je vous réponds. Et je vous réponds en vous disant que la ministre était remarquable, qu'elle est rentrée dans un combat électoral et que je souhaite qu'elle le gagne. Et en disant ça, je dis l'évidence.
Et d'ailleurs, vous souhaitez qu'elle le perde. Et vous l'avez dit aussi. Allons, ne jouons pas les vierges effarouchées, n'ayons pas les pudeurs de gazelle parfois évoquées sur certains bancs. Monsieur le député Herbillon, un mot sur le fond, puisque je sais que c'est le fond qui vous intéresse, et pas la mise en cause de tel ou tel. Allez, du calme, du calme, du calme. Un mot, si vous me permettez de répondre à monsieur le député Herbillon, un mot pour dire, monsieur le député Herbillon, qu'à la suite de la démission de madame Buzyn, j'ai proposé au président de la République que soit nommé Olivier Véran. Monsieur Véran est médecin hospitalier, rapporteur général de la Commission des finances, connaît parfaitement la question des retraites puisqu'il était en charge de ce dossier ici. Vous aurez l'occasion de voir au fur et à mesure, au cas où vous l'ignoreriez encore, qu'il fera le travail qui lui incombe de façon remarquable, précise, engagée, et il a évidemment toute ma confiance. S'il vous plaît, monsieur Herbillon a la parole pour 6 secondes. Monsieur le Premier ministre, je remarque que vous avez demandé à Mme Buzyn de démissionner. Vous n'appliquez pas cette règle ni à vous-même, ni à monsieur Darmanin. C'est tout de même un peu étrange comme contradiction et comme manque de cohérence, monsieur le député. Bien. S'il vous plaît, tout le monde reprend son calme et écoute dans le calme Madame Aude Bono-Vandorme, qui elle seule a la parole. Merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, l'INSEE a publié la semaine dernière les derniers chiffres du chômage. Celui-ci s'élève à 7,9% en France métropolitaine pour l'année 2019. C'est le plus bas taux depuis 11 ans, avec 400 000 chômeurs de moins depuis le début du quinquennat. Les politiques menées par le gouvernement produisent des résultats et expliquent cette forte baisse du chômage. Le nombre d'embauches en CDI n'a jamais été aussi élevé. Il résulte principalement des ordonnances travail et de la loi Pacte. Concernant l'apprentissage, le nombre d'apprentis s'établit à 791 000 au 31 décembre 2019, soit une progression de 16% sur un an, 13% dans le BTP, 11% dans l'industrie. Les dispositions offertes par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de rendre plus attractive cette voie d'avenir et d'excellence commencent à porter leurs fruits et nous ne pouvons que nous en réjouir. En effet, les mesures concrètes mises en œuvre, telles l'assouplissement de la règle d'entrée pour les jeunes dont la limite d'âge est repoussée de 26 à 30 ans, ou encore les conditions d'emploi qui ont été améliorées, avec notamment une augmentation des rémunérations pour les apprentis et la mise en place d'une aide financière de 500 € pour le permis de conduire. Plus de 18 000 apprentis ont reçu ou s'apprêtent à recevoir cette aide. Toutes ces dispositions sont en lien avec ces bons chiffres. Il n'y a jamais eu autant de jeunes en apprentissage dans notre pays. C'est la preuve d'un regain d'attractivité pour cette voie d'excellence et de passion. Dans le département de l'Aisne, où je suis élue, l'évolution du nombre de contrats d'apprentissage a connu. Madame la ministre, le début des réformes que nous avons entreprises commence à porter leurs fruits. Pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour poursuivre et renforcer cette dynamique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Bono-Vandorme, je crois que nous pouvons et nous devons tous nous réjouir pour nos concitoyens de la baisse du chômage. Aujourd'hui, le chômage s'élève à 8,1% dans notre pays, moins de 8% en métropole. Nous avons connu des périodes à plus de 10% et je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes en train collectivement de prouver qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse.
Et moi, quand je rencontre autant de jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, ou personnes qui ont 40 ans et qui ont toujours connu le chômage de masse, et qui me disent « je ne croyais pas que c'était possible », je crois qu'on redonne de l'espoir dans ce pays, et c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y a 24 départements qui sont déjà entre 5 et 7%. Et quand je vois effectivement dans l'Aisne, votre département, à quel point l'enjeu est important, puisque le chômage était à 13,7% il y a 2 ans et demi, qu'il est maintenant à 12%, on voit que sur tous les territoires, et c'est très important, la bataille n'est pas finie, il faut continuer, il faut la gagner jusqu'au bout, mais elle est bien engagée et il faut amplifier l'effet des réformes. Alors vous l'avez évoqué, il y a le sujet des embauches de CDI, il y a eu la loi Pacte, les baisses des charges patronales, l'imposition sur le capital, les réformes menées par Bruno Le Maire, et puis on n'a jamais autant formé de demandeurs d'emploi, plus d'1 million, on n'a jamais autant investi pour la formation des plus vulnérables, et puis sur l'apprentissage, je voudrais dire une chose, parce que j'ai visité plus de 60 CFA, voir ces jeunes, plus 16% cette année, qui ont les yeux qui brillent, et je sais une chose, la réforme, elle s'applique depuis plus d'1 an, presque intégralement, et depuis le 1er septembre, intégralement. Alors oui, avec les professionnels, nous sommes en train de réussir une chose, redonner de l'espoir à notre jeunesse, et je crois que c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire ensemble. Continuons, amplifions, et nous réussirons. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Laurence Dumont. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Également candidat à la mairie du Havre, puisque le privilège de ce cumul semble réservé aux seuls hommes de ce gouvernement. Monsieur le Premier ministre, quand on prétend, comme vous, réformer les retraites au nom du peuple, mais que ce dernier dit son opposition massive à ce projet, il n'y a aucune honte à avouer qu'on s'est trompé. L'honnêteté devrait vous pousser à reconnaître que dans ce dossier, le gouvernement fait preuve d'autant d'arrogance que d'autoritarisme. Arrogance lorsque vous répétez aux Français qu'ils n'y comprennent rien. Autoritarisme lorsque vous imposez un texte aux députés qui prévoit un calcul et une revalorisation des pensions avec un indice gazeux qui reste à inventer, celui du revenu moyen d'activité par tête. Les Français auront donc connaissance des effets de ce nouvel indice sur leur retraite, qui n'existe pas encore, après seulement le vote du projet de loi. C'est un peu comme si vous demandiez aux Français de monter dans un train pour une destination inconnue, avec le prix du billet connu, lui, seulement à l'arrivée. Combien vais-je toucher ? De combien et comment ma retraite sera-t-elle augmentée, voire diminuée? Des questions simples auxquelles vous êtes incapables de répondre. Nombre de députés de cet hémicycle, dans votre majorité aussi, sont atterrés par la méthode désastreuse, floue, approximative avec laquelle vous conduisez cette réforme. Une méthode d'amateur. Vous bricolez au jour le jour alors que les Français attendent de la clarté. C'est particulièrement anxiogène sur un sujet tel que celui de la retraite. Cette demande de clarté légitime vous impose de nous révéler pourquoi ce revenu moyen d'activité qui va impacter des générations entières n'a jamais été évoqué pendant ces 2 dernières années. Alors pourquoi sort-il du chapeau aujourd'hui? Madame la députée, la parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Dumont. Vous interrogez le gouvernement sur le projet de loi qui occupe nos débats dans l'hémicycle en ce moment, le projet de loi retraite. Vous interrogez sur un sujet plus particulièrement, c'est que vous posez la question à la fois de la façon dont le Parlement est associé à cette réflexion et puis vous pointez un sujet particulier qui est celui du revenu moyen d'activité. Le sujet de l'association du Parlement n'est pas au final un sujet de débat entre nous puisque nous continuerons dès après ces séances de questions au gouvernement et que nous avons fait près de 75 heures en commission spéciale. Alors la réalité c'est que le débat est engagé et il est engagé durablement avec l'ensemble des parlementaires dont vous faites partie. Concernant la question sur le revenu moyen d'activité, vous l'avez compris, j'ai répondu à cette question lors de la commission spéciale. Cet indicateur est composite,
Pourquoi? Parce qu'il devra s'adresser aussi bien aux salariés, aux fonctionnaires, qu'aux indépendants et professions libérales. Car oui, Madame la députée, nous construisons un système universel où tous les Français, tous les actifs auront leur place. Et il est donc nécessaire que le point soit réévalué sur la base d'un revenu, d'un indicateur qui est le revenu d'activité par tête. Et ce revenu d'activité par tête sera composé à près de 70% par le salaire moyen par tête, car 70% des actifs français sont des salariés, comme vous le savez bien, et cela ne doit donc pas vous poser, à mon avis, beaucoup plus de questions. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Jancourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et j'y associe ma collègue Nadia Essayant. Le plan récemment rendu public par le président des États-Unis sur le conflit israélo-palestinien a suscité beaucoup de réprobation ou d'indifférence, ce qui est sans doute pire, au sein de la communauté internationale et dans les territoires concernés. À la fois sur la méthode et sur le fond, il ne peut en effet être considéré sérieusement comme sincère et crédible. Qui peut croire en effet que le fait d'avoir formulé ces propositions de façon totalement unilatérale puisse être de nature à mobiliser sereinement les populations directement concernées, sauf à raviver les tensions et renforcer le sentiment d'humiliation qui caractérise depuis toujours et de plus en plus le quotidien de la population palestinienne. Ce plan prend acte des réalités imposées au fil du temps en violation des résolutions internationales, valide et normalise le fait illégal sur les grandes et vraies questions qui devraient être soumises à de véritables négociations, les frontières territoriales, la colonisation croissante, la question des réfugiés, le statut de Jérusalem. Monsieur le ministre, quelles initiatives la France a-t-elle la volonté de prendre, notamment auprès de ses partenaires européens et des Nations Unies, pour que soit engagée une réelle et nouvelle phase de négociation entre les deux parties, afin qu'une solution juste puisse être enfin envisagée qui assure l'égalité des droits dans le respect du droit international. La paix dans cette région du monde est non seulement une obligation légale, elle est une exigence morale. La France doit la porter, la défendre et la faire partager. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le député Bruno Jancourt, vous l'avez rappelé, le président Trump a annoncé le 28 janvier un plan de paix pour le Proche-Orient. Ce plan était attendu depuis 2017. Nous en avons pris acte et nous continuons d'en examiner toutes les implications juridiques et concrètes en coordination avec nos partenaires européens, en coordination avec un certain nombre de partenaires arabes et en coordination future après les élections générales avec les autorités israéliennes à venir. La position de la France est connue. Elle n'a pas changé. Nous sommes prêts à accompagner tous les efforts de paix sous réserve qu'ils s'inscrivent dans un cadre, dans une méthode et au service d'un objectif que nous avons régulièrement rappelé. Un cadre, monsieur le député, c'est le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Une méthode, c'est la négociation entre les parties et non les décisions unilatérales. Et enfin, un objectif, ce sont deux États vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale de ces deux États. Il y a sur ce sujet aussi une convergence européenne exprimée par la voix du haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell, qui a rappelé les principes que je viens d'évoquer, ainsi que l'objectif d'une paix juste et durable fondée sur la solution de deux États. Et dans l'immédiat, nous souhaitons d'abord que les parties s'abstiennent d'initiatives unilatérales et évitent toute forme de tension, et que, parallèlement, s'ouvre un dialogue
pour éviter que l'accumulation entre les faits accomplis et l'absence de discussion aboutisse à ce que la solution des deux États ne soit du passé. C'est ce que nous portons au Conseil de sécurité. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Constance Le Gris. Monsieur le Premier ministre, le président de la République est aujourd'hui en déplacement à Mulhouse pour ce qui est annoncé comme une première étape d'un plan de lutte contre, j'ouvre les guillemets, le séparatisme islamiste. Plutôt qu'un débat sémantique, le chef de l'État a mis presque 3 ans à trancher entre les mots communautarisme et séparatisme. Plutôt qu'un grand discours, nous attendons, les Français attendent des actes forts. Il n'est que temps maintenant d'agir beaucoup plus fortement, sans faiblesse ni naïveté, contre l'idéologie de l'islamisme politique et radical, qui a déjà conquis trop de territoires de notre République, qui sape les fondements de notre démocratie, qui construit partout des écosystèmes islamistes. Nous, famille politique de la droite républicaine, sommes pleinement engagés dans le combat contre cette idéologie mortifère pour notre République. Et nous avons déjà mis de nombreuses propositions sur la table. Défense implacable de la laïcité, dont nous voulons renforcer la place dans notre Constitution. Interdiction des listes communautaristes aux municipales. Mobilisation totale pour que partout sur le territoire, les droits et les libertés des femmes soient garantis. Fermeture de toutes les mosquées islamistes et salafistes. Expulsion de tous les prêcheurs de haine de nationalités étrangères. Quelles sont quelques-unes de nos récentes propositions? Mais c'est à une véritable politique de sécurité de très grande ampleur que nous vous appelons, Monsieur le Premier ministre, pour les Français, pour les valeurs de la République, contre l'idéologie communautariste islamiste. Expulsion des étrangers qui sont en accointance avec la mouvance islamiste. Période de détention de sûreté pour les crimes et délits terroristes. Interdiction du retour en France des djihadistes partis à l'étranger. Voilà quelques-unes des mesures que nous portons. Il n'est plus temps de discourir, il est temps d'agir. Il faut un sursaut républicain maintenant. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Gris, permettez-moi en 3 points de remettre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. D'abord, depuis 2014, nous luttons dans ce pays contre la radicalisation violente et la lutte antiterroriste. Je ne veux pas qu'on laisse à croire que rien n'est fait, comme vous le dites. Je vous rappelle l'effort conséquent qui a été fait, notamment par le gouvernement précédent, en matière de fichiers de suivi, en matière de suivi au niveau départemental, et puis là, cette action que nous avons renforcée en veillant à ce que les services de renseignement de lutte antiterroriste, renforcés budgétairement, renforcés en effectifs, travaillent mieux ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Ce sont 60 attentats qui ont été déjoués, dont 31 depuis que nous sommes aux affaires. Deuxième sujet, ce dont on parle aujourd'hui, Madame la députée, c'est la lutte contre le séparatisme. La lutte contre le séparatisme dans certains quartiers où il est affirmé que la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République. Et nous avons engagé des actions résolues, et cela depuis février 2018. Depuis février 2018, dans 15 quartiers, dont le quartier de Boursvillers, à Mulhouse, où se trouve actuellement le président de la République. Action de police administrative, 15 lieux de culte fermés dans ces quartiers, non pas 2, comme le dit M. Retailleau dans le JDD, 15 lieux de culte, plus de 150 débits de boissons fermés, 4 écoles hors contrat qui ont été fermées. Cette politique, nous allons la généraliser et la poursuivre sur l'ensemble du territoire national avec beaucoup de fermeté. Je crois, Madame la députée, c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Sur ce sujet-là, faisons preuve de modestie et d'humilité. La radicalisation dans les prisons, dont parlait M. Meyer Habib, elle n'est pas née en 2012 avec l'élection de M. François Hollande. Elle existait avant 2012. Et c'est en 2014 qu'a été créé un service du renseignement pénitentiaire. Il existait des objectifs terroristes qui ont été suivis comme il se doit par les services, sauf qu'ils sont partis se battre en Syrie et en Irak pour ensuite nous attaquer. Voilà un sujet où il faut faire preuve de modestie, d'humilité. Ce sujet, c'est la défense de la République et il doit nous unir et nous devons tous être unis derrière cette politique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, le Président de la République, vous-même et votre collègue Emmanuel Wargon étiez présents jeudi dernier en Haute-Savoie.
Ce déplacement faisait suite à l'interpellation d'élus et de citoyens soucieux de protéger un patrimoine naturel capital, le Mont Blanc. À cette occasion, vous avez également été sensibilisé à la fonte alarmante du glacier de la mer de Glace et à l'urgence climatique qui en résulte. En montagne, plus qu'ailleurs, les dégâts du réchauffement climatique et la hausse des températures sont plus marqués. Comme vous le savez, Madame la Ministre, le sujet de la protection de l'environnement est primordial dans ma circonscription. Et ce d'autant plus que la vallée de l'Arve connaît des épisodes de pollution de l'air qui sont récurrents. Grâce à la mobilisation de l'État et de tous les acteurs locaux, un plan de protection de l'atmosphère ambitieux a été adopté. Il prévoit 30 actions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution de l'air. Cependant, si nous souhaitons durablement agir sur l'amélioration de la qualité de l'air, il est indispensable de prendre des mesures fortes en faveur du développement durable. Dès lors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous rappeler les mesures annoncées pour assurer la protection du Mont Blanc ? Pouvez-vous également nous préciser les mesures complémentaires que vous envisagez pour améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Roseraine. Alors, comme vous l'avez souligné, le Président de la République a souhaité se rendre sur le Mont Blanc, site qui illustre parfaitement les enjeux du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité, mais aussi les problématiques de qualité de l'air dans la vallée. À cette occasion, il a pu lancer le nouvel Office français de la biodiversité, qui, avec ses 2800 agents, sera notre bras armé pour lutter contre toutes les atteintes à l'environnement. Le site du Mont Blanc fait également l'objet d'une surfréquentation qui appelait des protections renforcées. C'est le sens de l'arrêté de protection des habitats naturels qui sera pris suite à la concertation menée par Emmanuel Vargon avec les collectivités locales et qui permettra de lutter contre des pratiques inadaptées en permettant en particulier un renforcement important des amendes. Par ailleurs, la pollution de l'air est l'un des sujets majeurs de préoccupation dans la vallée de l'Arve. Le deuxième plan de protection de l'atmosphère permet d'agir à tous les niveaux. À partir du 1er juillet, seuls les camions répondant aux exigences environnementales les plus élevées pourront emprunter le tunnel du Mont Blanc. Je pense aux normes Euro 5 et 6. Mais il faut également agir sur la pollution liée au chauffage au bois, à l'industrie et au trafic routier local. C'est l'objet du fonds Air Bois et fonds Air Industrie qui seront confortés. Le plan prévoit également la création d'une zone à faible émission que l'État accompagnera avec une bonification de la prime à la conversion. Enfin, l'une des réponses majeures pour lutter contre la pollution de l'air, c'est moins de voitures et plus de trains. Et le Président de la République a annoncé l'engagement à hauteur de l'État, à hauteur de 60 millions d'euros, pour que le Léman Express soit prolongé jusqu'à Saint-Gervais. Donc vous le voyez, nous agissons pour la protection de la biodiversité et de la qualité de l'air. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour ces précisions et également sur l'annonce de ce train et de l'amélioration du train qui va du Fayet jusqu'à Annecy, qui aujourd'hui a des délais beaucoup trop longs. Et surtout, merci pour que les délais raisonnables soient respectés pour les études et la réalisation sur du coup le train. Une dernière chose, le Mont Blanc est bien sûr symbolique et il doit être protégé. Vous avez répondu sur la surfréquentation. Et la surfréquentation a bien été gérée autour du Mont Blanc. Reste maintenant à trouver des outils pour protéger le Mont Blanc. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Justice, nous venons de prendre connaissance d'un message que vous avez adressé hier soir à l'ensemble des magistrats et fonctionnaires des cours et tribunaux, dans lequel vous écrivez que le mouvement de grève des avocats porte une grave atteinte au fonctionnement des institutions judiciaires et méconnaît ainsi les attentes des justiciables, notamment les plus vulnérables d'entre eux. Je voudrais ici lever plusieurs malentendus que suscite ce courrier. Le premier, si les avocats font grève depuis plus d'un mois, c'est sans gaieté de cœur et en responsabilité. D'ailleurs, la majorité des magistrats et des greffiers sont solidaires de ces derniers et ils savent trouver ensemble, dans des solutions,
pour ne pas entraver le cours de la justice dans certains dossiers qu'il exige. Deuxième malentendu, ce qui est altérant et épuisant, pour reprendre les termes de votre message, et vous le savez bien, c'est d'abord l'insuffisance des moyens et des effectifs sur le long terme. Et pour le greffe du tribunal de Châlons, il manque toujours 9,4 équivalents temps plein et un magistrat. Troisième malentendu, enfin, les avocats participent pleinement à la mission régalienne de la justice. Ils sont les droits de la défense, piliers d'un État de droit. Et à ce titre, ils ne peuvent être dissociés du tribunal et devraient être d'ailleurs davantage associés au fonctionnement de l'institution. Comment entendez-vous, Madame la Ministre, revenir à un fonctionnement normal de la justice, sachant que vos propositions n'ont pas trouvé l'écho favorable auprès des avocats et que ceux-ci, indispensables à l'œuvre de justice, méritent toute notre attention et considération? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la députée Cécile Untermaier, Mesdames et Messieurs les députés, le droit de grève, évidemment, ne saurait en aucun cas être remis en cause. Mais il s'exprime dans certaines juridictions selon des modalités qui affectent les conditions de travail des magistrats et des greffiers. J'ai donc exprimé hier mon soutien aux magistrats et aux greffiers qui, chaque jour, assurent le bon fonctionnement de la justice. Je le réaffirme ici, à nouveau, clairement, ce soutien aux magistrats et aux greffiers. Je le fais d'autant plus, Madame la députée, que la justice bénéficie de moyens accrus. 13% de budget supplémentaire depuis 2017, 700 personnels supplémentaires recrutés, et il n'y a plus aujourd'hui de vacances de poste de magistrats, si ce n'est de manière extrêmement résiduelle, moins de 1% des emplois. Je souhaite ici réaffirmer devant vous que le dialogue n'a jamais été rompu avec la profession d'avocat. C'est d'ailleurs pour moi un point indispensable. Et ce dialogue, il s'est traduit en ce qui concerne les retraites par un certain nombre de propositions concrètes, très précises, qui permettent à la fois d'assurer l'intégration des avocats dans le système universel des retraites, mais également de prendre en compte leurs spécificités, leurs particularités et de faire en sorte que cette intégration se réalise dans les meilleures conditions. Au-delà du sujet des retraites, d'ailleurs, le gouvernement, monsieur le député, a proposé aux avocats d'engager un travail plus large et plus long sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Nous sommes prêts à conduire ce travail extrêmement rapidement. Je souhaite ici dire, comme vous, que les avocats sont indispensables à l'œuvre de justice, Madame la députée, et qu'ils sont indispensables aussi au fonctionnement de l'État de droit, et que je suis absolument consciente que c'est avec eux que nous avancerons de manière constructive. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement et votre majorité n'ont que des éloges concernant la réforme des retraites que vous proposez. C'est bien pour les citoyens, c'est bien pour la jeunesse, rien que des gagnants, pas de perdants. Alors, si vous êtes si sûr de vous, de vos convictions, pourquoi refusez-vous aux citoyens d'être au cœur des débats? 67% réclament un référendum. Pourtant, hier, la majorité a rejeté la motion référendaire que nous avons proposée avec 60 collègues. Des arguments indignes, arrogants ont été proférés pour tenter de justifier ce refus. C'est un manque de respect de la démocratie des citoyens. La vérité, c'est que vous avez peur du peuple. Vous savez bien que vous n'avez pas de majorité dans le pays pour faire travailler les Français plus longtemps pour moins de pensions. Vous refusez d'entendre le mouvement social qui s'exprime depuis plusieurs mois. Vous refusez d'entendre la colère qui gronde désormais dans tous les milieux professionnels. Vous avancez seul, contre tous, oreilles bouchées et yeux bandés pour défendre coûte que coûte les seuls intérêts des plus hauts revenus. En faisant le pari du passage en force contre le Parlement et contre les citoyens, vous abîmez un peu plus notre démocratie et notre contrat social.
La démocratie directe n'est pas un danger. Ce n'est pas un risque ni une faiblesse. Il faut faire confiance au peuple. Le peuple est suffisamment intelligent pour comprendre et se prononcer sur votre projet de loi. En vous croyant trop subtil pour lui, c'est son intelligence que vous insultez. Monsieur le Premier ministre, soyez courageux et laissez les Français voter pour ou contre votre réforme. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Alain Brunel, je me suis déjà exprimé hier sur le sujet de la motion référendaire et je pense ne pas vous avoir convaincu, ce qui explique que vous mainteniez cette idée et que vous la répétiez ici lors de ces questions au gouvernement. Monsieur le député Alain Brunel, sur le fond, vous le savez, mes arguments ne vont pas varier, car je crois que sur le fond, vous êtes les représentants du peuple, vous êtes le représentant des Hauts-de-France et vous avez toute la légitimité pour, dans cet hémicycle, débattre avec vos arguments, car je sais que le projet que le gouvernement porte n'est pas le vôtre. Mais je crois aussi que vous savez exprimer votre opinion, je crois aussi que vous savez défendre vos arguments, vous comme l'ensemble des parlementaires qui sont là. La réalité, monsieur le député Alain Brunel, c'est qu'ici, nous sommes dans une démocratie représentative et que les députés ont toute leur place pour construire la loi et pour la faire évoluer. Et aussi parce que le gouvernement que je représente sur ce sujet, le gouvernement a besoin des échanges avec les parlementaires pour faire évoluer son texte, pour l'enrichir sur les sujets de la pénibilité, sur ceux du handicap, sur la réalité des carrières longues. C'est tout cela que nous voulons débattre avec vous, monsieur le député Alain Brunel. Alors oui, je ne vous ferai pas exactement la même réponse qu'hier, mais vous connaissez mon avis. Mon avis, c'est que nous pouvons réduire ce formidable projet de société à une seule question unique, une question fermée qui amènera une réponse binaire. Oui, sommes-nous pour la solidarité? Oui, nous sommes pour que les droits familiaux soient étendus aux femmes, à plus de 5 millions de femmes dès le premier enfant. Oui, nous sommes pour qu'il y ait un dispositif solide qui assure la solidarité dans le temps, monsieur le député Alain Brunel. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sophie Beaudouin-Hubière. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Les parlementaires que nous sommes sont régulièrement interpellés par des citoyens, témoins ou victimes d'erreurs, de fraudes ou autres arnaques dans leurs actes de consommation et ils ne savent pas toujours vers qui se tourner. La DGCCRF, qui est compétente pour contrôler et sanctionner les entreprises en infraction, reçoit près de 70 000 signalements par an, dont la moitié se font par voie dématérialisée. Ce chiffre interpelle, mais reste limité en regard des quelques 3 millions d'entreprises en France. Néanmoins, la lutte contre la fraude sous toutes ses formes est un enjeu majeur. Dans ce contexte, il faut concilier deux impératifs. Faire en sorte que la DGCCRF puisse contrôler plus efficacement par un meilleur ciblage les entreprises commettant erreurs ou infractions, et un ciblage qui doit épargner les chefs d'entreprise qui n'ont rien à se reprocher. En effet, ces contrôles représentent une charge administrative et parfois une perte de temps considérable. En même temps, nous devons permettre à nos concitoyens de signaler des pratiques abusives, des petites fraudes, des manques de conformité. Par exemple, ces yaourts périmés vendus dans un supermarché, un litige contractuel, un restaurant dont le manque d'hygiène serait patent. Alerter quand on rencontre l'un de ces problèmes doit pouvoir être un geste simple, rapide et accessible à tous. Madame la ministre, vous avez lancé il y a 1 an l'expérimentation d'une application de mise en relation des consommateurs avec la DGCCRF, Signal Conso. Cette plateforme testée dans 3 régions permet plus précisément de signaler un problème rencontré avec une entreprise, d'obtenir une réponse de cette dernière et permet à la DGCCRF d'affiner son ciblage en vue de contrôle. Pouvez-vous donc nous détailler le fonctionnement de Signal Conso, nous rassurer les entreprises quant au risque de signalement abusif, indiquer en quoi Signal Conso permettra d'améliorer la pertinence des contrôles de la DGCCRF, et nous indiquer le calendrier de déploiement et d'évolution de cette application. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Baudouin-Hubert. Notre politique de protection des consommateurs, elle poursuit 3 objectifs. Le premier, protéger la santé des consommateurs. Le deuxième, protéger leur pouvoir d'achat, notamment dans des cas de fraude. Et le troisième, permettre une concurrence loyale entre les entreprises qui respectent la loi et celles qui ne la respectent pas. Signal Conso, c'est une application qui permet de signaler en quelques clics, à partir de son téléphone, une anomalie. Et elle poursuit très exactement ces 3 buts. Elle a été testée dans 3 régions du territoire avec grand succès. Elle a conduit 3400 anomalies qui ont été repérées. Les 2/3 des entreprises ainsi signalées se sont connectées et les 3/4 d'entre elles ont apporté une réponse. Donc on le voit, l'avantage de Signal Conso, c'est de permettre aux entreprises, en toute confiance, de répondre très directement aux problèmes des consommateurs. Mais Signal Conso a également 2 avantages. Le premier, c'est qu'elle va permettre de pointer sur les entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu. Et c'est à ce titre que la DGCCRF a pu lancer des contrôles sur des entreprises ciblées plusieurs fois par Signal Conso. Et puis le deuxième bénéfice, c'est de permettre aussi d'aller repérer des fraudes émergentes qui seraient à travers un certain nombre, le même secteur ou des pratiques qui se répéteraient et qui conduiraient la DGCCRF à porter des contrôles transversaux pour arrêter ces fraudes émergentes. Vous le voyez dans cette démarche, c'est une démarche de rapprocher les consommateurs et nos concitoyens de l'administration que nous menons. Et je veux saluer Cédric O qui, avec les startups d'État, permet ces rapprochements. Mais c'est également un dispositif qui vise à renforcer de manière drastique notre lutte contre la fraude, comme nous le faisons pour la rénovation thermique avec Emmanuel Vargon et Julien de Normandie, ou sur les démarchages téléphoniques. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adressent à Monsieur le Premier ministre, car depuis 2 ans, je les adresse aux différents ministres en charge sans que jamais aucune réponse n'en parvienne. Dans la nuit de vendredi à samedi, vos non-choix conduiront à l'arrêt définitif du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cet événement démontre l'absence de cohérence de votre stratégie énergétique. Face caméra, vous prônez la décarbonation de notre système énergétique. Mais candidat au Havre, vous préférez maintenir la durée de vie de votre centrale à charbon jusqu'en 2021 et vous prolongez celle de Cordemais jusqu'en 2026. Face caméra, vous annoncez un contrat de territoire. En réalité, vous n'inscrivez que des annonces qui ne vous engagent en rien et faites payer aux collectivités et aux territoires son abandon par l'État. Face caméra, vous annoncez régler tous les problèmes fiscaux des collectivités. Mais depuis 2 ans, vous refusez de réformer le FNGIR et faites peser sur la communauté de communes l'obligation de continuer à contribuer à la solidarité nationale pour 3 millions d'euros par an, dont elle aura perdu la recette fiscale. Face caméra, vous annoncez que le système énergétique permettra d'assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Alsace. Mais toutes les études sérieuses, y compris de nos voisins allemands, démontrent que l'effondrement de la production d'électricité à l'échelle de la plaine du Rhin poseront de graves questions de stabilité dès 2023. Monsieur le Premier ministre, il ne s'agit pas de faire de Fessenheim un symbole de l'incohérence populiste verte de votre non-stratégie énergétique. Il s'agit bien de compenser sérieusement les effets d'une décision assassine pour tout un territoire. Quand allez-vous enfin mettre les moyens budgétaires pour accompagner les projets de territoire ? Quand allez-vous prendre des mesures sérieuses pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de l'Alsace ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, face au micro. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Schellenberger, la fermeture de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité portée par le Président de la République, le gouvernement et la majorité depuis 2017. Avec cette décision, nous tenons nos promesses, nous transformons profondément notre modèle énergétique et surtout, nous accompagnons les Français et les territoires dans cette transformation. Tenir nos promesses, nous le faisons avec cet événement historique. Conformément aux engagements du Président de la République, nous fermons une centrale nucléaire.
Transformer profondément, nous le faisons en engageant avec cette fermeture la réduction à 50% de la part du nucléaire d'ici 2035. Alors pourquoi nous le faisons? Parce qu'on ne peut pas dépendre d'une seule et unique technologie. Et dans le même temps, nous développons massivement les énergies renouvelables avec une multiplication par 2 de l'éolien et par 5 du photovoltaïque d'ici 10 ans. Accompagner les Français et les territoires dans cette transition, nous le faisons. Depuis le début du quinquennat, le gouvernement est pleinement mobilisé aux côtés des acteurs locaux. Sébastien Lecornu puis Emmanuel Wargon se sont rendus à de nombreuses reprises à Fessenheim. Mon prédécesseur a signé le 1er février 2019 un contrat de territoire qui prévoit 700 millions d'euros d'investissement au profit du territoire. L'État s'est également assuré auprès d'EDF que l'ensemble des salariés retrouveraient un emploi dans le groupe, les sous-traitants faisant l'objet d'un accompagnement adapté. Alors, monsieur le député, nous sommes pleinement mobilisés pour faire de cette transition une réussite pour le territoire. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Vous avez la parole, chers collègues. Vos choix, madame la ministre, c'est simplement de compenser la fermeture de Fessenheim par la prolongation de l'ouverture des centrales à charbon. Zéro effet sur le climat, bien au contraire. Et sur le territoire, on est bien loin des 700 millions d'euros. Avec 10 petits millions d'euros, ce n'est pas le début du commencement d'une infrastructure. La parole est à monsieur Jean-Félix Acquavive. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, les incendies ravagent nos forêts, et plus seulement en été, même en hiver, en plein mois de février. Ces dernières semaines, le bilan est très lourd. Plus de 6 000 hectares en tout sont partis en fumée en Corse, dans le Nébul, le Cap Corse et surtout à Baved. Comme l'énonçait mon collègue Paul-André Colombagne la semaine dernière, Baved à ses aiguilles, c'est un peu notre cathédrale Notre-Dame à nous. Ces incendies hivernaux ne sont pas les premiers. Ils font suite aux 2 000 hectares ravagés durant l'hiver 2018. La Corse et les régions méditerranéennes deviennent des brasiers. La situation est extrêmement urgente. Ce n'est plus un phénomène exceptionnel avec le dérèglement climatique et ses corollaires, associés au dépeuplement de nos villages ou encore le phénomène de l'indivision qui freine toute politique de prévention efficace. Je rends hommage une fois de plus à nos sapeurs forestiers des IS de Corse du Sud et de Haute-Corse, aux sapeurs forestiers, à la sécurité civile et aux renforts venus du continent qui ont risqué leur vie en opérant dans des conditions difficiles avec des vents violents dépassant les 150 km/h. Pour ce qui concerne particulièrement le Midi et la Corse, il faut opérer des modifications législatives pour massifier les plans locaux de prévention à incendie et adapter la qualité et la localisation des moyens de lutte aériens au plus près du terrain. Or, nous venons d'apprendre la suppression de trackers pour cette année. Ne pouvons-nous pas renforcer les moyens aériens par des hélicoptères bombardiers d'eau grosse capacité, y compris sous forme de location, eu égard à la fréquence des épisodes d'incendie? Ne faut-il pas élaborer dès à présent une force méditerranéenne dans le cadre d'une coopération plus étroite avec des régions comme la Sardaigne? Sur le plan de la prévention, j'ai porté un amendement crucial avec mon groupe lors de la loi Engagement et Proximité visant à massifier les plans de prévention autour des villages, sécurisant les obligations légales de débroussaillement dans le cadre des biens indivis et 100 mètres. Adopté à l'unanimité dans cette Assemblée avec le soutien du rapporteur, il a été refusé en CMP pour des raisons politiques obscures. Il est impératif de le réintroduire dans la loi 3D. Monsieur le ministre, il est urgent de prendre la réelle dimension de cette nouvelle donne climatique. Les acteurs en Corse y sont prêts. Êtes-vous prêt à les accompagner? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, monsieur le député Jean-Philippe Saccoiva. Effectivement, vous soulignez le risque des incendies de forêt en Corse, qui est effectivement très important, puisque chaque année, la Corse représente un tiers des superficies qui sont détruites du fait des feux d'incendie de forêt pour l'ensemble des départements méditerranéens. Comme vous l'avez souligné, la lutte contre les incendies, et notamment les feux de forêt en Corse, est rendue compliquée par plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'importance des espaces naturels à protéger. C'est 80% de la superficie de l'île, en réalité. La deuxième raison, ce sont les conditions météorologiques qui font que l'éclosion des incendies est rendue plus facile. Et puis la troisième, et c'était le cas de l'incendie de Cuenca, le dernier, c'est que parfois il est très difficile d'accéder à un certain nombre de sites. Pour répondre à ces questions, à cette situation très particulière, je crois que je peux vous répondre, monsieur le député, que la solidarité nationale joue à plein quand la Corse est frappée par des incendies. Ça a été le cas
à compter du 4 février, quand l'incendie s'est déclaré sur Kwanza, où d'ailleurs le ministre de l'Intérieur s'est rendu dès le lendemain même pour saluer le travail des sauveteurs, et vous dire, ayez bien à l'esprit que ce sont l'ensemble des moyens, notamment des moyens canadaires disponibles, qui ont été utilisés pour combattre, éradiquer et réduire cet incendie. Ces multiples foyers d'incendie ont pu être éradiqués grâce à l'utilisation des moyens nationaux en canadair, grâce à l'engagement de 780 sapeurs-pompiers au plus haut, qui venaient certes de Corse, mais aussi de tous les départements de la région PACA. Donc soyez assuré, monsieur le député, que la solidarité nationale joue à plein. Et bien sûr, et à mon tour, comme vous l'avez fait, je veux évidemment rendre hommage, dire toute ma fierté à l'action qui a été celle des fonctionnaires de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, des militaires, des sapeurs forestiers, et l'ensemble des personnels qui ont été engagés. Mais soyez sûr que vous pouvez compter, la Corse peut compter sur la solidarité nationale dans ce type de situation. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Alain David. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de la Santé abandonne le navire en pleine tempête. Elle a démissionné alors que la crise du coronavirus continue de faire planer une inquiétude sur notre capacité à faire face à une épidémie de grande ampleur. Contrairement à d'autres ministres en campagne, elle a décidé de se consacrer à la campagne municipale à Paris. Une façon bien commode de ne pas assumer son bilan catastrophique à la tête du ministère. Une décision qui entame de surcroît la parole politique alors qu'elle assurait en fin de semaine ne pas envisager de quitter ses fonctions ministérielles. Ces 2 ans et 8 mois rue de Grenelle ont été en effet marqués par une crise sans précédent à l'hôpital, par un malaise grandissant des soignants, par des déremboursements de médicaments de plus en plus nombreux, par l'inaction sur le dossier du grand âge, par la contestation dans les EHPAD et par la colère grandissante contre votre projet de réforme des retraites, aussi inutile qu'injuste. De fait, nul besoin d'une grande consultation pour recenser les problèmes déjà connus à l'hôpital public. Faut-il rappeler la démission massive de très nombreux chefs de service ces dernières semaines et les besoins criants des personnels et des moyens, tant en urgence que dans de nombreux services. Madame Buzyn n'aura jamais su ou voulu tenir tête aux décisions aveugles de Bercy qui ont fragilisé plus encore l'hôpital. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous assurer la représentation nationale que cette démission en pleine tempête n'aura pas de conséquences sur la santé des Français? Et envisagez-vous vous-même de démissionner pour vous consacrer à votre candidature au Havre? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le député Alain David, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, je voudrais intervenir suite à l'interpellation de ma collègue Caroline Fiat tout à l'heure pour m'associer à la tristesse de la nation suite au décès de l'infirmière à Thouars, cette jeune infirmière de 31 ans, mère de 2 enfants, qui a été poignardée à mort par un patient psychotique. Dès le lendemain, le délégué ministériel à la santé mentale s'est rendu sur place et je me rendrai moi-même sur place dans les prochains jours à Thouars, sans presse, à la rencontre des équipes, parce que je pense que c'est mon rôle que d'y aller. Vous avez posé une question avec de multiples facettes, monsieur le député Alain David. Elle a déjà été posée en ce sens par d'autres députés auparavant. Vous dire d'abord ma fierté de pouvoir succéder à une très grande ministre de la Santé et des Solidarités comme Agnès Buzyn. Vous dire la fierté de rentrer dans un ministère où les gens avaient le sourire parce que pendant 2 ans et demi, ils ont eu la fierté aussi de travailler avec une grande ministre de la Santé et des Solidarités, et cela compte. Comme Agnès Buzyn, je suis médecin hospitalier, c'est ma passion. Je suis médecin hospitalier, j'aime profondément l'hôpital. Vous vous inquiétez de la situation de l'hôpital, monsieur le député, vous avez raison. Je m'inquiète aussi, comme Madame Buzyn s'est inquiétée de l'hôpital. Et c'est pourquoi nous avons déjà investi 150 millions d'euros dès cette rentrée pour l'investissement courant pour les hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a une reprise de dette de 10 milliards d'euros qui a été annoncée sur la reprise de dette hospitalière. Et monsieur le député, si j'étais taquin, mais j'ai décidé de moins l'être évidemment maintenant, mais quand même,
je n'ai jamais été amené à voter des budgets hospitaliers aussi faibles que lorsque j'étais assis sur vos bancs à côté des députés de votre groupe majoritaire. Vous vous inquiétez, et je peux le comprendre, vous vous inquiétez, je peux le comprendre, de la suite qui sera donnée à la prise en charge de la crise du coronavirus. Sachez que j'étais hier à l'hôpital Bichat à la rencontre des équipes qui au quotidien soignent les malades, qui au quotidien s'assurent que la sécurité, que la santé des Français soit garantie. J'ai reçu ce matin 60 responsables de la santé de ville et de l'hôpital pour faire le point avec eux, avec la Direction générale de la santé. La maison est tenue. Merci, monsieur le ministre. La parole, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Emmanuel Maquet. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites est sans doute la plus importante du quinquennat. Et pourtant, les conditions de son examen devant notre Assemblée sont de loin les plus chaotiques. Tout a été organisé pour priver les Français d'un vrai débat parlementaire. Vous aviez pourtant de nombreux outils à votre disposition pour éviter ce fiasco, à commencer par un calendrier plus adapté. En vous y prenant plus tôt, vous auriez pu mettre en place le temps législatif programmé, ce qui aurait rendu l'obstruction impossible. Vous n'avez même pas réussi à faire adopter votre projet en commission spéciale. Au fond, par votre amateurisme, vous êtes co-responsable de cette obstruction. La France insoumise est votre allié objectif sur ce dossier, car elle vous permet de passer sous silence les nombreuses lacunes de cette réforme coûteuse, injuste et inutilement complexe. Aux Républicains, nous avons toujours refusé l'obstruction car nous avons un contre-projet crédible, ambitieux et cohérent. Nous proposons de faire converger immédiatement les régimes spéciaux et de reculer progressivement l'âge de la retraite afin de garantir le niveau de vie des retraités sans endetter les actifs. Monsieur le Premier ministre, face à ce débat indigne, le ministre de la Santé n'excluait pas ce matin l'utilisation du 49.3. Un tel passage en force serait l'aveu encore plus clair de votre stratégie visant à escamoter le débat pourtant nécessaire. Ce projet déterminera l'avenir des Français pour les 50 prochaines années. Il mérite mieux que cela. Lorsque nous avons eu le courage de réformer les retraites en 1993, en 2003, en 2010, nous n'avons pas eu recours au 49.3. Ma question est donc la suivante. Prenez-vous l'engagement ferme et définitif devant la représentation nationale d'exclure le 49.3 et le recours au vote bloqué sur ce texte? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Maquet. Bon, vous me questionnez sur les conditions d'examen de ce projet de loi qui porte sur la transformation de notre système de retraite. Et en même temps, si j'ose me permettre, vous savez bien que nous avons passé de nombreuses heures la semaine dernière en commission spéciale et que ce n'est pas faute de la part du gouvernement, de la présidente de la commission spéciale et des participants que de vouloir aboutir. La réalité, vous la connaissez très bien puisque vous êtes un acteur éminent de cet hémicycle. C'est le volume d'amendements qui ont été déposés, amendements déposés principalement par un des groupes d'opposition, pas par le vôtre, je l'entends bien. Et d'ailleurs, je pense que dans votre groupe, on a plutôt essayé, et je l'entends, de défendre un projet qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui du gouvernement, qui est celui d'un mouvement qui tournerait autour de l'âge légal, puisque vous vouliez, vous, ramener l'âge légal à 65 ans, alors que nous voulons garder de la liberté pour chacun. Alors, sur le fond, vous me parliez hier de la lenteur qu'il pouvait y avoir à mener des concertations comme cela a été fait par le commissaire Jean-Paul Delevoye, et vous me parlez aujourd'hui de précipitation. Alors, hier, nous étions trop lents, aujourd'hui, nous sommes trop rapides. Je pense que je n'aurai guère l'occasion de pouvoir, à vos yeux, trouver, je crois, le bon tempo. Quelle est la volonté du gouvernement? C'est celle de débattre, c'est celle d'enrichir son texte et c'est celle d'aboutir avec les parlementaires et donc de conduire, et je serai là pour cela, comme je l'ai été la semaine dernière et pendant 10 jours, avec les parlementaires pour débattre et pour aboutir et pour enrichir ce texte qui est celui de la justice sociale et de la transformation sociale qu'attendent nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre.
La parole, s'il vous plaît. On écoute dans le calme Madame Michèle Crouzet. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, mercredi 5 février, je présentais à la Commission des affaires économiques mon rapport sur le suivi des conclusions de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. La mission de suivi visait à faire un état des lieux par rapport aux 38 préconisations qui avaient été faites. Force est de constater que depuis 2018, une prise de conscience s'est engagée sur la nécessité d'améliorer la qualité des aliments industriels. L'étude de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, OQALY, confirme bien la réduction de l'utilisation des additifs dans certaines catégories. Si les industriels se sont mobilisés pour diminuer le nombre d'additifs présents dans leurs produits, il leur reste en revanche des efforts à faire concernant l'abaissement des taux de sel, de sucre et de gras. Ces réductions sont indispensables pour parvenir à une diminution significative du nombre de personnes atteintes de surpoids, d'obésité et de maladies chroniques. J'estime également que la France doit être pionnière sur les enjeux d'amélioration de la qualité de l'alimentation sur la scène européenne. La nouvelle Commission européenne a d'ailleurs récemment présenté son pacte vert pour l'Europe, qui comporte un volet sur la transformation de nos systèmes alimentaires appelé de la ferme à la fourchette. Il est donc indispensable que la France se mobilise dans les prochains mois pour renforcer la transparence sur l'origine des produits, pour améliorer la composition des aliments industriels et pour soutenir l'harmonisation du système d'étiquetage des produits alimentaires. Je pense notamment au Nutri-Score qui a été mis en place en France et qui, grâce à la pression des consommateurs, a encouragé de nombreux industriels à l'utiliser et à reformuler leurs recettes. Il serait souhaitable que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne adoptent ce système d'étiquetage nutritionnel. Afin que l'alimentation ne soit plus un marqueur social, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer les actions que le gouvernement entend mener au niveau national et européen pour que chacun accède à une alimentation saine? La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée chère Michèle Crouzet, merci pour l'ensemble de vos travaux que vous menez déjà depuis longtemps sur l'alimentation et la qualité nutritionnelle de nos aliments. Et effectivement, vous l'avez dit, le rapport que vous avez déposé le 5 février dernier est un rapport qui fera. Vous êtes nombreux ici à travailler sur ces sujets. Je veux aussi saluer le député Ramos qui est très en pointe sur un certain nombre de sujets. Si l'agriculture et l'alimentation ne peuvent pas être dissociées, je crois que ça maintenant plus personne ne le fait. Alimentation et santé vont de pair. Et vous avez raison de le signaler. Aujourd'hui, pour lutter contre l'obésité, pour une meilleure qualité nutritionnelle, il faut absolument toujours lier l'alimentation et la santé. Dans ce sens, nous travaillons beaucoup entre le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de la Santé et des Solidarités. Et je ne doute pas que Olivier Véran, notre nouveau ministre, qui a déjà beaucoup travaillé sur le Nutri-Score, qui a souvent porté ces sujets dans l'hémicycle, nous pourrons prolonger ce travail que nous menions avec Madame Buzyn. Vous l'avez dit, il faut absolument réussir à réduire les taux de sel, de sucre et de gras. Nous avons commencé d'ores et déjà avec la Fédération des boulangers, avec lesquels nous travaillons, et nous allons poursuivre pour arriver à faire en sorte que nous baissions le taux de sel. 25% du sel est fait par le pain. Mais il faut aller plus loin et il faut que les autres produits le fassent. L'ANSES va nous rendre un rapport d'ici l'été. Et à partir du rapport que nous rendra l'ANSES, fort de vos recommandations, nous allons travailler et notamment le Nutri-Score permettra de qualifier la qualité de l'ensemble de ces produits. C'est quelque chose de très important. Enfin, au niveau européen, nous agissons aussi pour faire en sorte que ces sujets soient sur la table, travaillons en deux directions. Au niveau de l'étiquetage, et avec Agnès Pannier-Runacher, nous travaillons beaucoup avec Bercy et nous-mêmes pour arriver à mettre un étiquetage qui soit le plus clair possible. Et nous avons organisé un colloque à la demande de la France à l'échelle européenne qui devrait porter ses fruits. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est, semble-t-il, la devise du gouvernement. On en a la preuve avec les débats sur les retraites. On en a aussi la preuve avec la question de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. L'an dernier, nous avions un système très simple. Les entreprises pouvaient allouer, si elles estimaient en avoir les moyens, une prime jusqu'à 1 000 € à chacun de leurs collaborateurs. Cette prime
n'était soumise ni à l'impôt ni à cotisation sociale, ce qui la rendait intéressante. Notre groupe Les Républicains avait totalement adhéré à cette idée. Cette prime était potentiellement accessible à tous les salariés de droit privé. C'était simple et c'était universel, pour reprendre un adjectif qui devrait vous plaire. Mais c'était trop simple. Pour 2020, vous avez conditionné cette prime à la présence d'un accord d'intéressement. Ça veut dire un document négocié entre les chefs d'entreprise et les représentants salariés, qui engage l'entreprise sur plusieurs années et qui répond à des critères très exigeants. Vous comprenez bien que ceci n'est possible que dans les grandes entreprises, pas dans les petites. Un artisan maçon qui travaille avec 2 compagnons ne va pas lancer une telle usine à gaz pour accorder 300 ou 400 € à chacun de ses salariés. De fait, cette décision aboutit à pénaliser les salariés des artisans, les salariés des commerçants, les salariés des associations, les salariés des particuliers employeurs, je pense aux assistantes maternelles. Cela fait des millions de Français. Le sujet, c'est que les entreprises sont actuellement en pleine réflexion et des salariés qui bénéficiaient de cet avantage l'an dernier sont en train de découvrir que cette année, ils en seront privés. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'occasion de revenir sur ce texte, déposer un autre texte, revenir à des choses plus simples. C'était le cas l'an dernier, ça devrait l'être également pour 2020. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur. La prime exceptionnelle donc, annoncée par le Président de la République en décembre 2018 a été un grand succès puisqu'elle a concerné 5,5 millions de Français. Vous avez parfaitement raison, et pour un montant moyen de 400 €. Cette démarche, elle a été prolongée dans la loi Pacte qui a, dans le cadre de cette loi, élargi les accords d'intéressement et prévu exactement ce que vous présentez pour la prime exceptionnelle, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises de moins de 250 salariés de verser une partie de leurs bénéfices dans le cadre d'un accord d'intéressement sans avoir à payer d'impôts ni de cotisations sociales et de manière la plus simple possible. Vous allez me dire, mais oulala, comme c'est compliqué. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que figurez-vous, mais vous le savez, qu'il suffit d'aller télécharger des exemplaires d'accords d'intéressement sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, que les formules y sont très simplement exprimées et que vous pouvez librement les choisir, que cet accord peut être adopté très simplement par référendum et que si vous nous en donnez la possibilité, cet accord pourra être décidé unilatéralement puisque nous présentons cette possibilité dans le projet de loi ASAP. Alors moi, je compte sur vous pour faire en sorte que de 1,4 million de salariés qui aujourd'hui disposent d'un accord d'intéressement dans les TPE, nous passons à 3 millions, ce qui est notre objectif pour un meilleur partage de la valeur entre les salariés et les entreprises et faire en sorte que ces salariés puissent bénéficier, lorsque l'entreprise va bien, de bons résultats. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. La devise gouvernementale est confirmée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Merci, Monsieur Le Fur. La parole est à Monsieur Alexis Corbière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, dont je regrette l'absence. Samedi 8 février, en marge d'une manifestation à Bordeaux, un jeune homme avait été frappé et violemment interpellé par des policiers. Mardi dernier, mon collègue Ugo Bernalici avait demandé à Christophe Castaner des explications sur cette affaire qui avait choqué beaucoup de Français. En réponse, le ministre de l'Intérieur avait justifié cet excès de violence en affirmant, je le cite, « À Bordeaux, les faits sont établis, un individu qui se lie au Black Bloc se saisit de barres de fer et intervient contre nos forces de sécurité. Il a été identifié par une prise d'hélicoptère et par plusieurs officiers de police judiciaire. » À l'entendre, la culpabilité de cet homme ne faisait donc aucun doute. Pourtant, après avoir passé 30 heures en garde à vue, il a été relâché. 10 jours après les faits, aucune infraction ne lui a été reprochée et aucun magistrat n'a retenu de charge à son encontre. Ce qui semblait donc parfaitement établi par le ministre ne l'est visiblement pas du tout par la justice. Par conséquent, tout porte à croire que le ministre n'a pas dit la vérité
Et cette légèreté de sa part n'est pas anecdotique, c'est une méthode politique. Dans la Ve République, les pouvoirs conférés au président et à l'exécutif sont énormes et disproportionnés au détriment du Parlement. Pourtant, chaque semaine, les questions au gouvernement apportent un léger rééquilibrage institutionnel lorsque le gouvernement doit rendre des comptes à la représentation nationale qui l'interroge. En ne disant pas la vérité et en refusant de répondre avec rigueur et retenue aux questions, le ministre a piétiné la souveraineté populaire. Je laisse donc l'opportunité à un membre du gouvernement de revenir sur les affirmations de M. Castaner et reconnaître ses contre-vérités, sans quoi c'est une nouvelle fois la République qui serait piétinée. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière, vous faites allusion à une déclaration à ce même micro, la semaine dernière, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur ce qu'il s'était passé le samedi précédent à Bordeaux, dans le cadre d'une manifestation dont je dois dire à nouveau qu'elle a été émaillée de violences importantes, avec des prises à partie de nos effectifs, à nouveau, des tentatives de dégradation de mobilier urbain, de commerce, à nouveau. Et évidemment, nous avons un dispositif qui est tout à fait adapté, qui permet de repérer les fauteurs de troubles. Ce jour-là, un hélicoptère a notamment été utilisé. Il y a des effectifs qui ont pu visionner les fauteurs de troubles. Et il se trouve effectivement que la personne qui a été interpellée, qui se dissimulait au milieu de badauds, avait été identifiée comme étant un fauteur de troubles. Christophe Castaner n'a fait que répéter à ce micro ce qui était le motif d'interpellation par les policiers. L'individu a été interpellé, il a été conduit devant la justice, comme de nombreux autres individus, d'ailleurs ce même jour, et qui ont été également poursuivis. Il se trouve, monsieur le député Corbière, qu'il a été effectivement placé en garde à vue, et il ne m'appartient pas de commenter, il ne m'appartient pas mon rôle, ni celui de Christophe Castaner, de commenter ce qu'a pu être la décision d'un juge qui a pu considérer que les charges qui pesaient sur cette personne étaient insuffisantes. C'est son droit, c'est la justice de notre pays, de la même façon que c'était le droit, c'était le métier et c'était le rôle des fonctionnaires de police d'interpeller un individu qui avait été vu commettant des violences. Voilà, c'est cela la justice. L'action administrative de la police consiste à interpeller des individus, ils sont traduits devant la justice et quand les charges sont insuffisantes, oui, il peut arriver que ces individus, qu'aucune poursuite ne soit retenue contre ces personnes. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le député. Ce que je peux vous confirmer, c'est que tous les samedis, les forces de l'ordre interpellent des individus qui sont traduits en justice et qui sont généralement reconnus coupables et condamnés. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre Nunez, vous venez de dire que les charges ne permettent pas que la justice le poursuive, mais monsieur le ministre, vous assumez que monsieur Castaner a dit que les faits étaient établis. Franchement, ce que vous venez de faire est un exercice assez effrayant du point de vue du droit. Je vous le dis. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Lise Magnier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la Ministre, il y a quelques semaines, le Président de la République recevait à l'Élysée des entreprises françaises pour mettre en valeur nos savoir-faire et nos innovations françaises, le Made in France. Parmi elles, l'entreprise Sorpac, installée à Sainte-Ménéhould, dans ma circonscription, a pu présenter ses barquettes alimentaires en cellulose vierge, substituables à celles en plastique. Ces barquettes sont exemptes de perturbateurs endocriniens et sont 100% recyclables et compostables. C'est un bel exemple d'innovation française de qualité et qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement et du législateur dans la droite ligne de la loi pour l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage. Depuis plusieurs mois, la pédagogie faite sur la lutte contre l'usage du plastique à usage unique a orienté le consommateur vers d'autres produits qui se veulent plus écologiques. Ainsi, nous avons vu fleurir les couverts et contenants en bambou importés notamment d'Asie. Aujourd'hui, ces produits posent une question de santé publique, car pour assurer leur solidité et leur étanchéité, ils sont consolidés par une résine contenant de la mélamine formaldéhyde. C'est une substance particulièrement nocive pour les reins et reconnue comme cancérigène. D'ailleurs, ce problème a déjà été soulevé par la Direction générale de la répression des fraudes, qui constatait un taux d'anomalie de près de 14% sur ces produits, dont les composants de la résine migrent vers les aliments. J'ajouterai que ces substituts au plastique à usage unique ne sont pas plus écologiques,
car non recyclables du fait de l'utilisation de cette résine. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que les contrôles sanitaires sont réalisés sur l'ensemble de ces produits mis sur le marché? Et comment envisagez-vous de mieux informer les consommateurs sur l'aspect non écologique de ces produits perçus comme une substitution au plastique? Je vous remercie. La parole est à Madame Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathieu. La lutte menée par le gouvernement avec l'aide du Parlement dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage contre la pollution engendrée par les plastiques à usage unique nécessite l'émergence de nouvelles pratiques, vous avez raison, et notamment le fait de développer des substituts au plastique. Alors, certaines entreprises, comme celles que vous avez citées, sont assez avancées et proposent des évolutions qui répondent complètement au contrat. D'autres doivent être regardées avec un peu plus de circonspection, et c'est parfois le cas du bambou qui est associé à de la colle pour donner une forme ou avec de la mélanine. Et je veux ici dire que nous sommes particulièrement attentifs à ce sujet. L'autorité de protection des consommateurs, la DGCCRF, s'assure par des contrôles réguliers que les matériaux destinés au contact des denrées alimentaires ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Et comme vous le savez, nous faisons régulièrement des contrôles. Plus de 1000 établissements ont ainsi été contrôlés cette année, notamment en lien avec le bambou, pour vérifier qu'il n'y a pas de migration de la partie collante dans l'alimentation, et nous allons poursuivre ces contrôles. Je veux également dire que dans près de 400 cas, nous avons été amenés à faire des remarques, et que tous les rappels de vaisselle à usage unique sont aujourd'hui directement disponibles sur le site de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, de façon à s'assurer que les consommateurs soient parfaitement protégés. Signal Conso peut également être un moyen pour suivre ces problèmes. En tout état de cause, sachez que nous sommes mobilisés pour faire en sorte que nous sensibilisions mieux les consommateurs aux bonnes alternatives plastiques et que nous fassions attention à ne pas faire rentrer des alternatives qui ne sont ni une réponse à l'environnement ni à la santé. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le coronavirus Covid-19 a déjà fait 1900 victimes dans le monde. Des voix s'élèvent pour remettre en cause l'efficacité des réponses apportées par nos autorités sanitaires. Et 24 heures après avoir annoncé le premier décès d'un patient dans notre pays, voilà que votre prédécesseur, Agnès Buzyn, quitte le navire pour briguer la mairie de la ville de Paris. S'il nous en fallait une, c'est bien là la preuve que la priorité de ce gouvernement n'est ni la France, ni les Français, mais bien l'agenda de la République en marche. Quel mépris pour les milliers de travailleurs mobilisés contre l'entreprise de destruction massive qu'est votre projet de réforme des retraites. Quel mépris pour les personnels des EHPAD et des 2,5 millions de seniors en perte d'autonomie qui attendent depuis 18 mois la loi grand âge promise par le président. Quel mépris pour tous les soignants et tous les personnels hospitaliers mobilisés depuis plus de 11 mois maintenant. Ils étaient encore dans la rue vendredi pour sauver l'hôpital public que vous-même, Monsieur le ministre, avez dépecé sans relâche durant ces 3 dernières années en actant 12 milliards d'euros d'économies au fil des lois de financement de la sécurité sociale dont vous avez eu la charge sur nos bancs. Ajoutant l'impudence au cynisme, Madame Buzyn, dont je ne mets pas en doute les qualités intrinsèques, déclarait en vous passant le flambeau de la casse sociale avoir certainement vécu l'une de ses plus belles aventures humaines. Quelle ironie quand 800 médecins-chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives, pas dupes face à la tentative de diversion qu'est votre plan d'urgence et sa reprise de dette hospitalière évoquée précédemment. Vous qui avez été de tous les coups porté à la Sécu depuis 2017, venez de lancer une énième enquête nationale hospitalière. Mais quelle perte de temps! Les constats sont faits et les solutions connues. Nos concitoyens attendent du concret, Monsieur le ministre. Que comptez-vous faire pour redresser la barre face à un tel bilan, sachant que la représentation nationale, qui n'est pas un amalgame de vierges effarouchées et de clairs sur le fond. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gabriel Serville, Mesdames et Messieurs les députés,
À ce stade, 70 000 Français ont bénéficié d'audioprothèses gratuites dans notre pays. Plus de 2 millions de Français ont bénéficié de soins dentaires gratuits dans notre pays. L'hôpital public vient de bénéficier pour la première fois, et ce sera encore le cas pendant au moins 3 ans consécutifs, d'une hausse de ses tarifs, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, pour ne pas dire une décennie. Un service sanitaire de santé à l'école a été déployé, permettant à des milliers et des milliers d'étudiants d'aller faire de la prévention en santé dans les établissements scolaires. Je ne peux pas vous citer toutes les avancées majeures qui ont été celles du ministère de Madame Agnès Buzyn, mais je ne peux pas vous laisser ainsi parler de son bilan, qui est un bilan absolument remarquable et que la majorité endosse avec énormément de fierté. J'aurais pu vous parler, monsieur le député, du plan pauvreté, des petits déjeuners à l'école pour les enfants dans les quartiers populaires, des milliards d'euros qui sont déployés sur tout le territoire pour réduire les inégalités de santé, pour réduire les inégalités sociales. J'aurais pu vous parler du plan sur les EHPAD qui a été lancé, 500 millions d'euros d'investissement supplémentaires cette année, avant la grande loi sur la dépendance qui sera annoncée cette année. Mais à nouveau, je ne peux pas lister la totalité des avancées acquises grâce au ministère de Madame Agnès Buzyn, à qui je rends encore hommage parce que, encore une fois, nous pouvons être fiers de son bilan. Au-delà de la question du bilan, vous vous inquiétez, monsieur le député, de la gestion du coronavirus. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été la première des priorités quand je suis arrivé au ministère. Ça a été le premier dossier que la ministre Agnès Buzyn m'a transmis dans son bureau hier matin. Et j'étais encore ce matin avec 60 représentants de toutes les fédérations, de tous les collèges et enseignants, de toutes les sociétés savantes, de tous les syndicats de médecins de ville et d'hôpital pour discuter avec eux de la manière dont sont déployées toutes les mesures de prévention et d'intervention sanitaire dans notre pays pour protéger les Français de cette menace épidémique. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Michèle Victory. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, c'est terrible, mais quelque chose ne fonctionne vraiment pas entre vous, vos propositions et la communauté éducative dans son ensemble. Car chacune de vos propositions vient ajouter de nouvelles craintes et augmenter ce sentiment que vous refusez obstinément d'entendre, l'épuisement des personnels de votre administration, au point que le métier d'enseignant ne fait plus rêver nos étudiants et que c'est notre jeunesse qui pourrait bien payer le prix de votre incapacité à comprendre au fond ce qui se joue dans la carrière des enseignants. Le projet de loi sur la transformation du régime de retraite vous a donc donné l'occasion, vous a donc donné l'occasion de faire miroiter aux enseignants un parfum de revalorisation des salaires. Mais de la promesse de votre gouvernement d'un accompagnement de 10 milliards d'euros afin de compenser les conséquences désastreuses de la réforme, il ne reste plus que 500 millions sur le budget de 2021 et les nouveaux scénarios proposés s'acheminent droit vers un marché de dupes. Seulement 200 millions distribués aux enseignants, soit environ une hausse de 14 € par mois. Le reste étant une supposée contrepartie généreusement offerte aux enseignants qui accepteraient des tâches supplémentaires, contrepartie habilement habillée du concept moralisateur, libéral et inopérant de la rémunération au mérite. C'est une provocation pure et simple. Oui, il y a des personnels en détresse, des personnels désespérés par le gouffre qu'ils vivent au quotidien entre les discours de l'institution et la réalité. Des personnels que l'institution ne sait pas accompagner, mais expliquez-nous en quoi ces enseignants auraient démérité. Et c'est en creux, c'est bien eux que vous désignez à la critique. Sur les 4 scénarios que vous proposez, aucun n'est en phase avec leurs attentes, soit parce qu'ils ne concernent qu'une partie des enseignants, soit parce qu'ils restent dans la même enveloppe budgétaire. Monsieur le ministre, vous faites fausse route en imaginant faire entrer dans le rang des personnels qui ne vous font plus confiance en leur racontant une telle fable. Quand sortirez-vous de cet enfermement ? La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory, je pense que je vais vous rassurer et vous faire plaisir. Si vous souhaitez sincèrement l'amélioration du système de l'éducation nationale et pas faire de vaines polémiques, parce que tout ce que nous allons faire va dans le sens que vous souhaitez. Et ce sera une augmentation substantielle des professeurs qui va avoir lieu. Aucun des chiffres que vous avez donnés n'est exact. Donc vous devrez être rassurés. Non, l'augmentation sera bien supérieure à 14,50 €. Je ne sais pas d'où vous prenez ce chiffre. Il y a actuellement un dialogue social nourri. C'est pour cela d'ailleurs que de janvier à juin, nous élaborons en lien avec les organisations syndicales ce que sera cette augmentation. Et je vous le dis très clairement devant le Premier ministre, le ministre des Comptes publics qui se sont exprimés sur ce point. C'est des augmentations budgétaires très importantes qui sont programmées. Nous l'avons dit, 500 millions d'euros pour 2021
Et nous avons dit que c'était les premières marches d'une vision pluriannuelle du sujet. C'est donc une excellente nouvelle pour le milieu éducatif et ça va être de plus en plus visible. Simplement, vous profitez de cette période d'attente pour essayer de répandre des nouvelles fausses, parce que ce que vous avez dit n'était pas exact. Donc je le rectifie volontiers et avec grand plaisir pour en fait aller dans le sens de vos intentions, c'est-à-dire les professeurs, oui, seront augmentés et oui, nous en profiterons pour améliorer le service public de l'éducation. Cet effort portera notamment sur les plus jeunes et sur les milieux de carrière, mais sur l'ensemble de la profession, de façon à ce que nous ayons, au cours de la décennie 2020, eh bien, des professeurs français qui soient parmi les professeurs européens les mieux payés. C'est ça notre objectif. C'est un sujet dont je parle même à l'échelle européenne. Il en sera question jeudi à Bruxelles pour que cette stratégie soit partagée à l'échelle européenne. Donc c'est une vision stratégique sur l'amélioration de l'éducation nationale. Elle se traduira concrètement sur les bulletins de paie dès 2021. Et donc ça devrait vous réjouir. Honnêtement, nous devrions être unis sur un tel sujet, sauf si votre but c'est de faire de la polémique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'adresse mes collègues Annie Vidal et Jean-Baptiste Moreau s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. En novembre dernier, le rapport d'étape de la mission parlementaire d'information sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate a été adopté. Dans le cadre de cette mission, nous avons rencontré de nombreux acteurs afin de dresser un état des lieux des différents usages et des alternatives possibles. Nous avons aussi cherché à identifier les difficultés rencontrées pour atteindre l'objectif fixé que je rappelle, mettre fin aux principaux usages du glyphosate d'ici le 1er janvier 2021, puis d'ici le 1er janvier 2023 pour l'ensemble des usages. Notre rapport d'étape nous a conduit à faire plusieurs constats et des propositions pour accompagner nos agriculteurs qui sont volontaires, mais qui ont besoin d'aide à la hauteur de l'enjeu pour éviter de mettre en péril leurs exploitations. En décembre, l'ANSES a notifié le retrait des autorisations de 36 produits à base de glyphosate. Ces produits représentaient en 2018 d'importants tonnages vendus en France pour des usages agricoles et non agricoles. En janvier, vous avez réuni le comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national de réduction des produits phytopharmaceutiques. À cette occasion, vous avez mis en avant votre volonté de renforcer la transparence des données et la mobilisation de l'expertise scientifique. Volonté que vous avez réaffirmée il y a 2 semaines à l'occasion des 1 an du contrat de solution. Au regard de ces éléments, je crois que l'on peut se réjouir de la constance dont le gouvernement fait preuve dans sa volonté de réduire l'impact environnemental des activités agricoles. Toutefois, à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, je souhaiterais que vous apportiez certaines précisions. Quelles sont les grandes étapes de la feuille de route 2020 que vous envisagez pour poursuivre la transition engagée qui doit être respectueuse à la fois de nos agriculteurs et de notre environnement? Et de quelle manière les négociations sur la future PAC prennent-elles en compte cette question de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Luc Fugit, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des députés qui ont participé à votre commission, évidemment le président Julien Dive et les co-rapporteurs Monsieur Moreau et vous-même. Vous avez fait un immense travail et vous continuez à le faire. Et il est important d'éclairer l'ensemble des Françaises et des Français comme le gouvernement. Vous nous demandez quels objectifs nous avons. Nous gardons la même trajectoire et les mêmes objectifs en 2020 qu'en 2019. Et je me suis engagé dès le printemps, dès avant la fin du premier trimestre, de donner les chiffres d'utilisation de produits phytosanitaires de l'année dernière. Le dernier COS Ecophyto a montré qu'il y avait plus 25% d'utilisation de produits en 2018. Nous avons considéré que nous n'étions pas en position positive, mais que la trajectoire était là, avec de plus en plus de conversions en agriculture biologique, de plus en plus d'exploitation agricole en haute valeur environnementale, et que tout cela va dans le bon sens. Sauf qu'on ne peut pas se contenter de ces chiffres. Nous avons retiré l'année dernière 38 substances les plus préoccupantes, les plus dangereuses, ce qui a fait qu'en fait, il a fallu plus de passages de traitement que précédemment. Mais nous avons constaté que sur l'ensemble de l'augmentation de la consommation de produits phytosanitaires, pour les substances les plus dangereuses, c'est moins 15%. Donc la trajectoire, l'engagement du gouvernement, il est toujours là. Mais nous devons aller plus loin et ne rien relâcher. C'est la raison pour laquelle nous le faisons au niveau national, comme au niveau de la politique agricole commune. Dans le premier pilier de la PAC, nous mettrons des écoschémas
obligatoire pour l'ensemble des États membres, c'est absolument indispensable. Et dans le deuxième pilier, nous ferons en sorte que la transition agroécologique, que l'aide à toutes ces transitions, le gouvernement met cette année plus de 200 millions d'euros pour les aider, que tout cela aille dans le bon sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, qui a été désigné au pied levé après les événements que l'on sait. Veuillez accepter, Monsieur le ministre, toutes nos félicitations. Notre système de protection sociale et de santé est assailli par des crises persistantes. Crise du financement des retraites, dont vous n'indiquez pas le coût global du système universel, ceci alors que le nombre de personnes des plus de 85 ans va tripler à l'horizon 2050 et qui nécessite de corriger le déséquilibre démographique des retraites tout en faisant face à la dépendance. Crise fonctionnelle et identitaire de l'hôpital public qui souffre, vous le savez, dont la vision comptable n'a pas su remédier au déficit et à créer des pénuries. Pourquoi faire une nouvelle enquête? Crise des urgences aussi, dont les quelques mesures concédées l'an dernier n'ont pas réussi à apaiser la colère de nos soignants. Crise de la médecine de ville également, qui n'est pas en mesure d'absorber ce que l'hôpital ne devrait pas faire. Ceci alors que les spécialités qui attirent le moins les futurs médecins ne sont pas celles dont on a le plus besoin. Crise annoncée du 100% santé avec l'augmentation de quelques complémentaires santé. Crise du coronavirus dont on a parlé et je voudrais savoir si le plan que vous envisagez est celui de 2011 que nous avions mis à l'époque en application. Enfin, Monsieur le ministre, les usagers et les soignants sont lassés des annonces les plus technocratiques, successifs et ils attendent aujourd'hui des actes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, cher Jean-Pierre Door, nous nous connaissons bien depuis des années. Nous avons toujours été en opposition, mais toujours été dans une opposition qui était une opposition pragmatique et j'allais dire une opposition assez sage. Vous savez mon engagement sur les sujets de santé publique. Vous parliez par exemple des difficultés à recruter des médecins. J'avais rédigé en 2013, parlementaire, le rapport qui dénonçait déjà le recours excessif à l'intérim médical, qui allait conduire à vider des hôpitaux entiers de médecins qui sont pourtant indispensables pour faire tourner les services. Vous aviez d'ailleurs, je crois, aussi soutenu la mesure que j'avais fait adopter par cette Assemblée nationale en matière de santé publique pour lutter contre le recours aux mannequins trop maigres, de matière à promouvoir la santé publique. Vous avez été d'accord avec beaucoup de choses que nous avons pu promouvoir depuis le début de ce mandat. Et donc, je veux entendre, dans les 18 questions que vous m'avez posées en une, un peu d'excès peut-être lié à la situation particulière. Mais vous savez très bien, Monsieur Door, que notre système de santé est extrêmement solide, notamment en matière de santé publique, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre des risques épidémiques. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui est solide, c'est l'ensemble des médecins de ce pays, des infirmières de ce pays, des kinés de ce pays, c'est l'ensemble du corps hospitalier, c'est l'ensemble de la médecine de ville, des pharmaciens, je le disais, je le redis, je les ai reçus aujourd'hui en délégation. Ce sont eux qui permettent aujourd'hui de lutter contre cette menace épidémique. C'est aussi le secteur médico-social qui a un rôle essentiel à jouer. Et je crois que la représentation nationale a tout intérêt à les soutenir et à se montrer unie face à la menace épidémique que nous connaissons aujourd'hui. Quant à la question hospitalière, j'aurai l'occasion de préciser la proposition que je formule, mais je crois qu'il n'y a pas de honte à poser la question à l'ensemble du personnel des hôpitaux, à celles et ceux qui prennent soin de nous quand nous sommes malades, pour savoir comment nous pouvons prendre à notre tour soin d'elles et soin d'eux. Merci. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, effectivement, ça fait au moins 7 ans qu'on est sur les mêmes bancs, pas dans le même camp, c'est vrai, mais on a travaillé ensemble. Je voudrais rappeler que le plan pandémie 2011, il a été mis en application après la commission d'enquête que j'ai présidée. Enfin, je vais vous dire qu'on vous attendra, on vous attend pour les problèmes de santé vis-à-vis de nos concitoyens. Nous vous attendons sur le terrain. Merci, Monsieur Door. La parole est à Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, à quelques jours du Salon de l'Agriculture, je souhaite vous interpeller au nom des éleveurs bovins français. Depuis 20 ans, la viande de bœuf est 70% plus chère pour le consommateur. Les charges pour le producteur ont progressé de 50%.
Mais le cours de la viande bovine n'a pris, lui, que 20%. Lors du premier bilan Egalim organisé à Laval, dans mon département, des éleveurs ont même expliqué que la différence de race bovine ou de qualité, les catégories U, R, E, n'était presque plus prise en compte. Les agriculteurs, suite au plan de filière adopté en décembre dernier, s'engagent à une montée en gamme avec un bœuf label rouge qui devrait passer de 2 à 40% des ventes. Mais ils attendent de voir quel gain il y aura pour eux en contrepartie de cette montée en gamme qui entraîne des surcoûts au niveau de la production. La loi Egalim permet certes aux organisations de producteurs de peser davantage dans les négociations. Mais pour la filière bovine, il apparaît que certaines OP, et nombreuses, n'ont pas l'indépendance nécessaire face aux industriels et à la grande distribution. Tous les acteurs, par ailleurs, ne jouent pas le jeu. Il y a des tentatives intéressantes de reprise en main des producteurs pour reprendre la main sur les marges de transformation, tel Elroc en Mayenne, atelier de transformation qui lie plus directement producteurs et consommateurs et collectivités. Ce n'est pas facile. Pourtant, quel Français voudrait être un jour réduit à montrer ce qu'est un bœuf à un enfant sur un écran ou dans un magazine? L'égérie du salon, c'est idéal. Une vache charolaise, semblable à toutes celles qui font la beauté des paysages de campagne et entretiennent nos prairies sans pesticides. Monsieur le ministre, comment inciter davantage les acteurs de l'agroalimentaire à mieux rémunérer nos producteurs bovins et comment le gouvernement accompagne les éleveurs dans leur quête d'un avenir plus équitable? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez raison, ne nous mentons pas. La situation est très préoccupante pour la filière bovine. La situation est très préoccupante pour le bassin allaitant. Et pourtant, il y a malgré tout des raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, elles sont très nombreuses. D'abord, la Fédération nationale bovine est en train de s'organiser. Et une des organisations possibles, c'est justement de mettre en place des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs. Ce n'est qu'à ce titre que nous arriverons à massifier l'offre et ce n'est qu'à ce titre que ces organisations arriveront à avoir le niveau moyen du prix et arriveront à peser vis-à-vis de leurs acheteurs, car aujourd'hui, c'est très difficile lorsque un éleveur se retrouve seul ou une petite coopérative se retrouve seule. J'étais au congrès de la Fédération nationale bovine la semaine dernière. Ces sujets ont été abordés. Nous allons aller de l'avant. Le deuxième sujet, c'est ce que nous faisons dans le comité de suivi des négociations commerciales, c'est d'arriver à faire en sorte que les acheteurs soient plus prégnants. Aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a 75% de la viande qui est du steak haché. Le steak haché rémunère comme il rémunère, mais nous avons besoin de, excusez-moi d'entrer dans le détail, mais de viande maturée. On a besoin d'avoir dans la restauration hors foyer, par exemple dans les restaurants, de la viande d'origine française. Or, mesdames et messieurs les députés, il doit vous arriver d'aller manger dans un restaurant à Paris. Dans 85% des restaurants à Paris, il n'y a pas de viande française. C'est absolument anormal et il faut arriver à changer cela. Troisièmement, nous avons beaucoup travaillé et le président de la République, lors de son dernier voyage en Chine, a souhaité emmener une grande partie de cette filière. Et aujourd'hui, nous sommes passés à l'export de 100 tonnes à 1000 tonnes qui sont d'ores et déjà exportées sur la Chine. C'est une des solutions pour leur permettre de faire remonter. Enfin, où vous avez raison, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la rémunération des éleveurs n'est pas à la hauteur. Il faut qu'elle s'améliore. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Gaultier. Merci, Monsieur le Président. En introduction, pour répondre à Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous savez que même à la buvette de l'Assemblée nationale, la viande n'est pas forcément d'origine française. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne la position de la France dans le cadre de l'infection de coronavirus et face à la demande de Taïwan de participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé. J'associerai à ma question les 63 députés de tous bords politiques, de tous partis, membres du groupe France-Taïwan et son président Jean-François Césarini. Le Premier ministre du Canada s'est d'ailleurs lui-même exprimé à ce sujet, comme beaucoup d'autres, en soutenant la demande de Taïwan de participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé afin de mieux lutter contre l'infection de coronavirus venue d'Asie.
La santé passe avant la politique. Les enjeux sanitaires sont mondiaux. Il y va de l'intérêt de la communauté internationale de partager les informations, de favoriser les échanges scientifiques, technologiques, de renforcer la veille sanitaire. Or, sans Taïwan, il y a un trou dans le réseau mondial de protection sanitaire. De 2009 à 2016, Taïwan a participé aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé, mais n'y a plus été convié depuis 2017. Alors que la menace d'épidémie mondiale de coronavirus n'a jamais été aussi grande, alors que le nombre de cas est largement sous-estimé, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, êtes-vous favorable à la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Jacques Gaultier, d'abord merci. Merci pour cette phrase que je retiens de notre séance de questions au gouvernement. La santé passe avant la politique. Je crois que c'est bien de le rappeler. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à Jean-Pierre Door, il était important qu'il y ait une cohésion nationale, un consensus national dès lors que le pays fait face, aux côtés de ses professionnels de santé, à un risque épidémique tel que celui présenté par le coronavirus. Vous dire qu'en préambule, jeudi, je participerai au G7 Santé qui va réunir l'ensemble des ministres de la santé de la zone concernée par le G7 pour discuter des mesures mondiales mises en place pour lutter efficacement contre le coronavirus. Vous dire également que la France participe, au même titre que 196 États membres, à toutes les missions de l'Organisation mondiale de la santé et que la France a adopté, comme l'ensemble de ces pays, le règlement sanitaire international qui permet de renforcer la lutte contre la diffusion des vecteurs infectieux tels que le coronavirus. Vous dire que la France est en contact étroit et permanent avec l'ensemble des pays dans lesquels il y a un risque épidémique émergent ou avéré. Vous citez le pays de Taïwan, il y a eu un décès constaté à Taïwan. Taïwan fait partie des 5 États dans lesquels un patient est décédé des suites du coronavirus et les liens sont extrêmement étroits avec l'ensemble des pays, je le redis, l'ensemble des pays qui peuvent présenter un risque épidémique. En particulier, nous avons un regard vers la situation chinoise, vers la situation japonaise. Nous avons des ressortissants, 3 ressortissants qui sont désormais hospitalisés au Japon et qui avaient été infectés sur le bateau le Diamond Princess. Et je profite de cette intervention sur le coronavirus en complément des réponses que j'ai déjà apportées tout à l'heure pour confirmer qu'il reste à ce jour en France métropolitaine 4 patients hospitalisés en raison de l'infection à coronavirus, 3 patients à Lyon, 1 patient à Saint-Étienne. Les patients jusqu'ici hospitalisés à Grenoble ont pu rentrer chez eux, guéris et ne sont plus contagieux. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.